Bonjour à tous, on est de retour sur Pure Pause avec notre invité, vous le connaissez, il est déjà venu sur Pure Pause, c'est Julien Audoul, député de la 3e Circo de Lyon. Vous venez nous voir aujourd'hui pour une nouvelle PPL sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On en a beaucoup parlé avec nos spectateurs juste avant de vous retrouver. Tout d'abord, pourquoi avoir décidé de déposer cette PPL ? Déjà, merci pour votre invitation. Cette proposition de loi, pour moi, elle est nécessaire parce qu'il y a une situation qui aujourd'hui est intolérable. C'est-à-dire que le drame de la mort de Lola, de la petite Lola, qui a ému tous les Français, qui nous a tous bouleversés, a révélé un vrai problème de société, un problème politique majeur qui consiste finalement à laisser les étrangers en situation irrégulière, qui ont commis des infractions, qui ont commis des crimes, des délits, à les laisser sur le territoire national sans qu'il y ait de réponse de l'État pour les expulser. Et ce que l'on constate, c'est que au-delà du cas bien particulier qui a été très médiatisé du martyre de la petite Lola, c'est que c'est récurrent d'avoir sur notre territoire des faits divers qui sont aujourd'hui des faits de société, d'individus qui n'auraient jamais dû être présents sur le territoire si le gouvernement avait fait son boulot, c'est-à-dire s'il les avait expulsés, qui commettent des crimes, qui mettent en insécurité les Français, et on constate que les pouvoirs publics sont totalement impuissants et que la réponse de l'État français n'est pas au niveau de ce qu'on attendrait d'un État comme le nôtre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de déposer cette proposition de loi qui a vocation à faciliter, à accélérer aussi donc les obligations de quitter le territoire français et finalement à changer ces OQTF, puisque aujourd'hui les OQTF sont devenus des PQTF, c'est-à-dire des propositions de quitter le territoire français, ou des SQTF, des suggestions de quitter le territoire français. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit une obligation, cette obligation, elle soit ferme, cette obligation, elle soit exécutée, c'est-à-dire que c'est pas un petit bout de papier qu'on envoie à un individu en lui disant bah, peut-être que tu pourras, ou peut-être que si tu en as l'intention, tu peux quitter notre maison commune. Non, une obligation de quitter le territoire français, elle doit être ferme, exécutée, et le but premier, c'est de protéger les Français. Et justement, sur ces propositions-là, on a regardé un petit peu les chiffres tout à l'heure, on a regardé différents sites, etc. Sur ces textes-là, et en fait, on a vu que votre proposition, elle va potentiellement accélérer l'expulsion de plusieurs, mais elle va aussi rajouter des expulsions en plus, des OQTF en plus. Est-ce que déjà, avant de rajouter le nombre de personnes qui peuvent se faire expulser, il ne faudrait pas déjà réussir à expulser ceux qui doivent se faire expulser ? Mais on peut faire les deux. Vu comment on a déjà en galère pour faire les 200 000 qu'on a actuellement, ce serait pas plus compliqué ? Bien sûr, enfin, les chiffres, ils sont terrifiants et ils sont accablants. Il faut en fait toujours comparer la France avec une maison. Et moi, c'est ce que je renvoie toujours à nos adversaires qui disent mais c'est impossible, etc. La France, c'est pas un hall de gare. Je pense que personne n'accepterait chez soi un individu déjà qui ne s'est pas invité. On n'a pas invité un individu qui fracasse la porte, un individu qui va piller le frigo, un individu qui va violenter la maîtresse de maison ou les enfants. C'est aussi simple que ça, donc il faut se faire respecter. Et ces individus-là, on ne les laisserait pas pendant une période donnée, puisque aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire qu'un individu qui reçoit un étranger une obligation de quitter le territoire français peut rester 30 jours. C'est-à-dire qu'il est en infraction, on lui dit qu'il faut qu'il parte et il a 30 jours pour partir. C'est pour ça que moi je souhaite que ce soit à 48 heures. Mais oui, pour répondre à la question, aujourd'hui la question c'est déjà de limiter le nombre d'arrivées, d'expulser ceux qui doivent être expulsés, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup soit parce qu'ils ont commis des infractions, soit parce qu'ils sont en situation irrégulière. Et il n'y a pas à dire il faut d'abord expulser ceux qui doivent l'être et ensuite renforcer. Je pense qu'on peut faire les deux et c'est l'objet de la proposition de loi. Et justement, dans votre PPL, parce qu'on l'a lu, par exemple, il y a, c'est ce qui nous a fait beaucoup réagir aussi, dans les propositions des articles que vous proposez d'abroger, il y a notamment expulser, autoriser, puisqu'il faut savoir que dans les OQTF, il y a
des gens qui ne peuvent pas avoir de QTF, c'est légalement parlant, etc. Parmi eux, les étrangers, les immigrés qui habitent en France depuis plus de 10 ans. Ces gens-là, ils sont pas là, c'est pas forcément des voyous, etc. Ils sont là depuis 10 ans, peut-être qu'ils ont eu leur visa qui n'ont pas été renouvelés, etc. Mais ces gens-là, vous voulez du coup non plus les expulser, même pas en 30 jours, en 48 heures. Donc des gens qui vivent là depuis 10 ans, vous leur laissez 48 heures pour partir. Mais si ces personnes sont en infraction, si leur titre de séjour n'a pas été reconduit, c'est-à-dire si l'autorité administrative n'a pas jugé bon de reconduire leur titre de séjour, il faut bien dire, c'est dans des cas très particuliers, et c'est malheureux, et nous le regrettons, on a des pouvoirs publics qui sont extrêmement laxistes à ce niveau-là, je veux dire, qui permettent à des étrangers d'avoir des titres de séjour qui sont reconduits pour telle ou telle raison, etc. Et il faut que ce soit respecté. Un étranger, il a plus de devoirs, j'allais dire, que les nationaux, dans le sens où il a bénéficié de l'hospitalité. Et le principe même de l'hospitalité, c'est qu'en retour, on garantisse à cette personne, en fait, que cette personne respecte les lois de la République et du pays qui l'accueille. Enfin, ça dépend de quelle hospitalité on lui offre aussi. Quand on voit les camps de situation, les situations... Il est failli de... Oui, mais non, parce qu'on a regardé aussi juste avant les CRA, bon ça on va en reparler parce qu'il y a un vrai sujet sur les CRA aussi, les centres de rétention administratifs, mais quand on voit certains dans les conditions dans lesquelles ils vivent, dans lesquelles on les parque, à plusieurs dans des endroits où il n'y a même pas de place ou des trucs comme ça, est-ce que vous pouvez pas comprendre que certains aussi se disent mais il y a vu ce qu'on nous offre quoi. Déjà c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire venir. Mais s'ils viennent, ils viennent pas pour le plaisir non plus. Non, mais ils viennent d'une part parce qu'ils sont instrumentalisés, on a parlé, instrumentalisés par des trafiquants d'êtres humains, là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, instrumentalisés par des associations qui ont la main sur le cœur, mais qui finalement se désintéressent ensuite du futur de ces migrants et qui n'ont que faire de les voir justement entassés porte de la Chapelle dans des campements totalement indécents. C'est l'État français qui va griffer les tentes. Oui, non, mais attendez, il faut prendre les responsabilités au cas par cas et surtout dissocier. D'abord, c'est le mensonge de faire croire aux migrants que la France est un Eldorado. C'est fou, la France n'est pas un Eldorado, en tout cas elle ne l'est plus. On a 6 millions de chômeurs, on a 10 millions de pauvres, on a 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer, on a j'allais dire un Français sur 4 qui a des difficultés même pour se nourrir. Donc c'est mentir de dire que venez en France, vous aurez un logement, vous aurez des prestations sociales et vous pourrez bénéficier d'un cadre de vie attractif. C'est faux. Donc très clairement, c'est déjà le péché originel. Nous souhaitons que les migrants, que les immigrés qui sont tentés de faire la traversée et d'autres soient dissuadés. C'est-à-dire qu'on ne leur dise pas à la base et que les associations qui font un travail, il faut bien le dire, qui est en lien avec les trafiquants d'êtres humains et qui sont complices finalement de la misère humaine, ne puissent pas bénéficier de subventions publiques. Ensuite, ce que l'on observe, c'est que y en a certains qui effectivement vont dans des campements, porte de la Chapelle, Stalingrad, qui tombent, Calais, qui tombent à la fois dans la délinquance, dans la prostitution. C'est ingérable et c'est, j'allais dire, innommable pour notre pays d'accepter ça. Et ensuite, vous en avez aussi qui bénéficient de conditions avantageuses, d'hôtels qui sont réquisitionnés. Moi, je le vois dans mon département de Lyon, des hôtels Formule 1 qui ont été réquisitionnés, avec très peu de place, avec des conditions que beaucoup envieraient dans notre pays, en termes de logements sociaux, des familles qui attendent désespérément des logements sociaux, qui ne les obtiennent pas, et qui voient des migrants sur un claquement de doigts, qui peuvent être logés dans un centre de loisirs, dans un centre de vacances, dans un hôtel, etc. Donc il y a une injustice aussi à combattre, parce que on ne peut pas dire aux Français, serrez-vous la ceinture, faites de la place, faites des efforts, et en même temps, déverser et réserver la solidarité internationale aux migrants. Est-ce que la solution serait plutôt d'offrir un logement décent à tous ceux? On a les moyens en France d'offrir des logements, ne serait-ce qu'habitables, à peu près, même aux étrangers, même aux immigrés. Pour l'instant, déjà, ce serait de se concentrer sur les Français, de lutter contre le mal logement. C'est à peu près 15 millions de personnes, si j'en crois les rapports de la Fondation Abbé Pierre chaque année. C'est 4 millions de nos compatriotes qui sont en situation critique concernant le logement, plus
les centaines de milliers de SDF, voilà, qu'il faudrait reloger en priorité. C'est ça qui devrait guider l'action d'un gouvernement responsable, plutôt que de faire venir toujours plus de migrants qui vont alimenter malheureusement les chiffres de la pauvreté. Mais ça c'est intéressant parce que justement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment, ne serait-ce que par ma vie personnelle sur les réfugiés, etc. Mais quand on voit ce que fait l'État français actuellement, j'entends moi beaucoup l'extrême droite et la droite radicale parler de la France, les politiques disent aux étrangers de venir en France, etc. Quand on voit comment les migrants sont traités justement par l'État français, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de double discours? Enfin, on a l'impression quand on vous entend que l'État français dit accueil grand ouvert, etc. Et quand on voit des camps de migrants, quand on voit comment certains migrants sont traités par les forces de l'ordre françaises, on dit quand même une petite dichotomie entre votre discours et ce qu'on peut voir. Alors, les forces de l'ordre ne sont pas brutales vis-à-vis des migrants. Vous n'avez pas vu les migrants sortir des tentes? Oui, non, mais les migrants, il faut bien le dire, sont dirigés, téléguidés par des groupes, par des associations qui savent très bien faire des images. On l'a vu devant le Conseil d'État. On voit que c'est de la communication qui est faite pour finalement imposer la présence des migrants, imposer la relocalisation, comme ils disent, des migrants. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que tous les individus soient bien traités. Et le premier levier pour bien traiter un étranger, un immigré, c'est de faire en sorte qu'il puisse s'épanouir dans son pays. Et moi, je ne me résous pas à ce que chaque année, des jeunes hommes, parce que ce sont principalement des jeunes hommes, quittent leur pays d'origine et donc quittent finalement le développement de leur pays d'origine pour tenter une traversée qui peut être meurtrière, pour ensuite venir porte de la Chapelle. Voilà. Et peut-être ensuite constituer une menace pour la société française, parce que le trafic de drogue, le crack, la violence, l'agression, quelquefois le terrorisme, etc. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Français puissent être protégés, et en même temps que les migrants puissent rester chez eux, développer leur pays, s'épanouir. Ça passe par le co-développement, évidemment, et ça passe aussi par une politique dissuasive, comme l'a fait l'Australie avec cette campagne No Way, pour dire, vous n'attendez rien de la France. Car... L'Australie, c'est un peu facile comme pour se protéger. Oui, enfin, c'est un peu facile, oui, non, c'est de la volonté. Je pense qu'on a moins de côtes que l'Australie, et très clairement, le gouvernement australien a mené une campagne de communication très dissuasive, assortie d'une volonté politique, d'une fermeté, parce que plus on est ferme, plus on protège des vies et plus on empêche finalement ces traversées et quelquefois ces drames en mer. Et justement, on va parler des CRA, donc les centres de rétention administrative, parce que tout à l'heure, on est tombé sur une étude que je vais vous montrer sous les yeux, Monsieur Odoul. On va pas regarder, il y a 130 pages, c'est un petit peu long, mais c'est un rapport sur les centres de rétention, justement. Oui. Et les chiffres sont assez intéressants. Il y a 1400 places, je crois, dans les CRA en France, et il y en a pas assez pour 25 000 en France métropolitaine, personnes placées dedans. 15 000, pardon, c'est un ratio de 1 sur 10, pour 15 000. Comment, on a une carte là sous les yeux des centres, et ce qui est très intéressant quand on regarde les chiffres, en fait c'est pas en France métropolitaine qu'il y a le plus de... C'est à Mayotte. Mayotte représente plus de la moitié des personnes placées en CRA. Comment on peut travailler sur ces sujets, sur les OQTF avec Mayotte par exemple? Déjà, Mayotte, qui est un département français, il faut se rappeler, donc c'est pas un territoire perdu, sauvage, c'est un département français qui devrait être traité comme tel. Nos compatriotes mahorais sont traités depuis très longtemps par les différents gouvernements, par des sous-citoyens. C'est-à-dire qu'on accepte une situation intolérable de submersion migratoire, on accepte un climat de violence quotidien avec des bandes qui dévastent tout, qui font régner la terreur, parce qu'on a affaire véritablement à des terroristes. Ça a été d'ailleurs les mots qui ont été choisis par ma collègue parlementaire de Mayotte à l'Assemblée nationale. Des bandes qui font régner la terreur à la machette, etc. Tout simplement parce qu'on a les Comores à côté qui font pression, qui à la fois veulent récupérer cette île et donc veulent la récupérer par les ventres de leurs femmes et par une invasion migratoire, parce que là on peut parler clairement d'invasion. Donc il faut une politique, comme je disais, une politique de fermeté, une politique
qui met un terme aussi au droit du sol. Il y a un cas bien particulier à Mayotte, mais ce qui se passe à Mayotte peut arriver demain en métropole. On le voit dans certains quartiers, on le voit là où il y a une surreprésentation de l'immigration, où la violence s'installe également, où il y a même des émeutes ou des conflits interethniques. Donc il faut être extrêmement vigilant, mais ça passe par la fermeté, ça passe par plus de places effectivement en centre de rétention administrative, et ça passe par une politique d'expulsion. Et cette politique d'expulsion, comment on la met en place? Déjà avec des négociations avec les pays de départ, qu'ils soient africains, maghrébins principalement, pour qu'ils puissent reprendre leurs ressortissants. Et ça passe par une négociation avec les visas, avec le co-développement, avec les transferts de fonds. On verse chaque année énormément d'argent. Il faut qu'en contrepartie, ces pays de départ reprennent leurs ressortissants dont nous ne voulons plus en France. Il y a eu d'ailleurs, il me semble, la semaine dernière, un accord avec le Maroc ou l'Algérie, si mes souvenirs sont bons, sur les visas. En tout cas, là, il y a Gérald Darmanin qui est revenu d'Algérie. Donc ça doit être Algérie. Mais on ne connaît pas les termes précis. On nous dit qu'on revient à la situation antérieure parce qu'il y avait une crise diplomatique au niveau des visas, mais très clairement, on ne sait pas quels sont les termes de cet accord et en quoi l'État français sort renforcé en termes d'expulsion. Moi, j'attends de voir concrètement, parce qu'avec l'Algérie, malheureusement, c'est toujours le gouvernement algérien qui dicte la politique migratoire de la France. Et c'est vrai qu'en cela, c'est assez malheureux. On se rappelle qu'il y a eu beaucoup d'Algériens effectivement bloqués en France alors qu'ils voulaient rentrer en Algérie, notamment dans la période post-Covid. Ils étaient bloqués à Orly. Qui veulent pas repartir. Au niveau des OQTF, là, il y a les chiffres que j'ai pu citer sur... C'est du 12%, je crois, on l'avait vu tout à l'heure dans les chiffres. Voilà, sur le premier semestre 2021, toutes nationalités confondues, on est à 6% donc, d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Et les Algériens, en fait, restent massivement les Algériens qui doivent partir. C'est-à-dire, pour recevoir une OQTF, il faut avoir soit commis une infraction, soit avoir, comment dirais-je, son titre de séjour épuisé et donc avoir reçu de l'État français une demande pour partir. Oui, et c'est important de le préciser que OQTF ne veut pas dire qu'on est un criminel ou qu'on a commis un délit, bien sûr, de ce qu'on fait. Bien sûr, mais quand on est sur un territoire et qu'on n'a pas, j'allais dire, la possibilité de s'y maintenir, on est en infraction, on est un délinquant. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que le statut de clandestin soit un statut de délinquant. Voilà, quand on n'est pas admis, quand on n'est pas autorisé à rester en France, il faut en partir. D'accord. Et on voit là, du coup, dans les CRA en France, donc sur les 14 704 personnes enfermées en 2021, 1521 étaient d'origine algérienne. Ça représentait 10,3% des personnes dans les CRA. D'ailleurs, c'est les Albanais qui sont en première place, 11%. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on oublie aussi que dans les CRA, il n'y a pas que des gens sous OQTF, parce que là, on a le tableau, on vous l'a montré tout à l'heure en live, je peux même vous le montrer maintenant, puisque les OQTF ne représentent que 61% des gens présents dans les CRA. Comment gagner des places en CRA? Quel est votre plan? Prioriser des CRA pour les OQTF ou augmenter le nombre de CRA en France? Augmenter le nombre de places, effectivement, donc de centres de rétention, qui est totalement insuffisant. Mais c'est le même débat qu'on a sur les prisons. Il y a un manque de places de prison qui est terrifiant. Il en manque au bas mot 20 000. Au regard de la population carcérale et surtout au regard de la population carcérale étrangère. 24% des détenus dans nos prisons sont des étrangers, donc déjà on pourrait faire de la place. Donc vous êtes pour la suppression de la double peine? Non, moi je suis très clairement pour que les étrangers qui purgent une peine en France soient dès la fin de leur peine, soient expulsés et renvoyés dans leur pays. Mais là, du coup, on parle de 24%. Et je souhaite aussi, nous souhaitons, que, par exemple, les étrangers, ça passe par des accords avec les pays d'origine, que les étrangers qui ont été condamnés dans notre pays puissent purger leur peine dans leur pays. Pays. C'est ce que fait d'ailleurs le Danemark. Le Danemark et puis même il me semble, le Royaume-Uni, pour faire en sorte... Alors, ils financent
il finance donc la détention, mais au moins c'est pas sur le territoire national et ça soulage donc comment dirais-je, la densité dans les prisons. Mais c'est le même débat, en fait on nous dit on peut pas parce qu'on n'a pas assez de place. Alors qu'il fallait évidemment prendre ces mesures bien avant. Il y a eu des promesses en termes de places de prison. Et là, on observe effectivement pour le centre de rétention administrative que nous sommes dépassés par rapport au nombre de personnes qui devraient y résider temporairement avant d'être expulsées. Si on revient sur votre PPL qui est juste ici, donc voilà, visant à faciliter et à accélérer l'expulsion à la suite d'une obligation de quitter le territoire, peut-être que ça a changé, mais j'ai pas vu le nom de Marine Le Pen dans les co-signataires. Elle valide pas votre texte? Non, vous savez, Marine Le Pen, elle est déjà au-dessus du lot, elle est présidente du groupe, et elle ne co-signe pas tous les textes de tous les députés, elle en co-signe certains. Spécifiquement, elle est à l'initiative, évidemment, de nombreuses propositions de loi qui sont co-signées par le groupe, mais elle ne co-signe pas tout, mais évidemment que sur l'esprit de cette proposition de loi, elle est totalement d'accord. Et justement, c'est un truc qui a fait beaucoup réagir dans le chat aussi quand on a lu votre PPL par rapport à l'évocation de Lola. Et certains disaient, mais la famille a demandé qu'on arrête de récupérer politiquement leur nom. Et dans cet exposé des motifs, elle est citée 3 fois, Lola. Certains parlent de manque de décence de la part des politiques. Pourquoi avoir voulu citer Lola? L'affaire, on la comprend, a marqué beaucoup de gens, mais pourquoi pas respecter la volonté de la famille? C'est une vraie question que les gens se posent aussi sur cette affaire. Alors, ce qui est amusant, même si c'est pas vraiment amusant, c'est que dans d'autres cas, on parle jamais de récupération. C'est-à-dire que quand en 2015, on a publié jusqu'à la nausée la photo du petit Elan, cet jeune enfant qui était mort lors d'une traversée, où on voyait cette photo où il était échoué sur le sable, ça a été diffusé par tous les médias, par toute la presse de gauche, par tous les bien-pensants, pour justifier et pour finalement contraindre à la fois notre opinion publique, l'État, les gouvernants à accueillir beaucoup plus de migrants, en disant regardez ce qui s'est passé, c'est terrifiant, etc. Là, personne ne s'est offusqué en disant qu'on récupérait un drame épouvantable. Pour la situation n'est quand même pas tout à fait la même entre un drame criminel et une réalité des gens qui meurent ça a été récupéré et ça n'a choqué personne. Là, il n'y a pas une récupération. Malheureusement, le cas du meurtre de Lola est un fait de société. Ça a ému tout le monde, et ça a ému tout le monde parce qu'il est tellement révélateur de l'impuissance de l'État français, compte tenu du passif et du profil de l'assassin, de cette barbare algérienne qui était en situation irrégulière depuis 3 ans, qui avait reçu 7 OQTF, donc qui n'aurait jamais dû être présente sur le territoire national. C'est révélateur justement de la responsabilité des décisions qui sont prises ou du manque de décisions qui aujourd'hui contaminent l'action de l'État. Donc il n'y a pas de récupération. Ça fait partie malheureusement du bilan du gouvernement à ce titre-là, comme d'autres, puisque si on prend depuis le mois de septembre, moi j'ai recensé une dizaine de faits graves, de faits de société qui mettent en cause des étrangers qui avaient reçu une obligation de quitter le territoire français et qui sont tous, ou presque, des multirécidivistes, voilà, et qui n'ont pas été expulsés, qu'on a laissés sur le territoire et qui ont pu soit agresser, soit tuer, soit violer, et donc des Français qui auraient dû être épargnés si l'État a fait son boulot. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. C'est pour ça que moi aussi, c'est ce que je réponds aux gens qui me disent mais tu reçois le Rassemblement national. Et c'est un sujet qui est intéressant et c'est un sujet qui fait vraiment débat. Et c'est pour ça que nous, on veut recevoir tous les mouvements politiques parce que c'est un sujet qui fait évidemment débat. Et on le voit dans les personnes qui ont voté et les personnes qui ont argumenté sur la PPL. On va y revenir juste après. Mais on va continuer à analyser votre texte et votre texte. Donc, soit revenir sur toutes les citations. Là, vous avez pas mis la citation de Didier Lallemand. Il aurait dit que si Marine Le Pen avait été élue, il aurait démissionné. Oui, c'est vrai. Comme quoi, oui, il aurait été démissionné avant. Marine Le Pen aurait démissionné Didier Lallemand? Oui, je pense qu'il était sur la catapulte. Mais pour tout le passif, vous vous rappelez, je fais juste une parenthèse sur Didier Lallemand, c'est quand même un préfet de police qui avait dit à une gilet jaune, je ne suis pas dans votre camp. Voilà, on n'est pas dans le même camp.
Nous ne sommes pas dans le même corps, voilà, madame. non, mais c'est exactement avec cette voix magnifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui était extrêmement brutal, c'était quelqu'un qui avait au fond de lui, j'allais dire, un mépris pour les opposants politiques. C'est pas ce qu'on attend d'un préfet de police. Et justement, dans les OQTF, donc on a vu, hein, donc vous voulez remplacer le peut obligé par oblige. Voilà. Et ensuite, nous, on a regardé l'article 2 de notre PPL avec les articles que vous voulez abroger. Donc, les 1, 7 et 8 du 611-3. Si vous voulez, on va vous le montrer au chat, on l'a regardé tout à l'heure. Il est normalement ici, voilà. Donc c'est sûr, effectivement, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, donc les exceptions. Vous voulez en supprimer 3 sur la dizaine qui existe. La première, c'est l'étranger mineur de 18 ans. Donc c'est-à-dire que par exemple, un enfant pourrait se faire avoir une OQTF contre lui. Ou est-ce que vous mettez une limite Oui, parce que ce qu'on constate, c'est qu'avec ces fameux mineurs non accompagnés ou mineurs isolés, en fait, dont la plupart ne sont ni mineurs ni isolés, puisqu'ils sont souvent majeurs, on ne peut pas prouver leur minorité. On a des mineurs de 25 ans. Et ils sont jamais isolés parce qu'ils sont souvent en bande et puis ils ont souvent la possibilité de faire venir leur famille. Et donc ça, c'est à mettre à l'actif du gouvernement aussi d'Emmanuel Macron qui a élargi le regroupement familial. Et ces mineurs donc non accompagnés, entre guillemets, cause de sérieux problèmes un peu partout dans toutes les métropoles de France. On le voit à Bordeaux où il y a une situation qui est assez inflammable là-bas avec ces populations. On le voit dans les transports parisiens aussi où ils sont responsables des agressions, des vols. Donc ils alimentent la délinquance. Et aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir les expulser, compte tenu justement de ces hypothèses qui restreignent donc l'OQTF, finalement on se soumet à une situation qui alimente l'insécurité. Et moi ce que je souhaite par ces expulsions, c'est restaurer l'ordre et la sécurité. On le sait depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est même prouvé par les statistiques du ministère de l'Intérieur, que l'immigration massive et anarchique alimente l'insécurité. C'est un fait. L'insécurité ou le sentiment d'insécurité? Ah non, l'insécurité, la vraie, dans les chiffres, en termes justement de garde à vue, en termes de délinquance, en termes d'agression. On le sait, je ne dis pas que tous les migrants et tous les immigrés, évidemment, ne sont des délinquants en puissance, loin de là, mais il y a une surreprésentation des étrangers parmi les chiffres de l'insécurité, c'est un fait. Donc, comment on fait pour restaurer l'ordre et assurer la sécurité des Français? Il faut déjà s'attaquer à l'immigration, et ce moyen de limiter et d'expulser au maximum, c'est l'objet de cette proposition de loi, et donc d'expulser aussi ceux qui se disent mineurs non accompagnés. Et justement, vous dites sur l'insécurité, c'est pas aussi parce qu'il y a un peu parfois du délit au faciès et que c'est plus facile de cibler certaines populations et que du coup mathématiquement ça augmente les chiffres? Non, mais en fait c'est le serpent qui se mord la queue, mais surtout il faut surtout prendre les choses à l'envers. Les policiers qui sont accusés à tort et souvent par les députés de la France Insoumise, par l'extrême gauche, de faire des contrôles au faciès. Et d'ailleurs pas seulement... Il y a des études quand même qui ont prouvé qu'il y avait... Non, il n'y a pas de contrôle au faciès. Il y a évidemment un profil de délinquants que l'on retrouve dans certains quartiers vers lesquels les policiers se tournent, parce que les policiers connaissent leur travail, connaissent les habitudes et connaissent les délinquants et les criminels. C'est tout. Alors c'est sûr, c'est pas un problème de faciès. Ça sent quand même une reformulation du contrôle au faciès. Non, c'est pas. En fait, c'est juste. C'est-à-dire, ils connaissent la population, du coup, ils se dirigent vers cette population. Mais c'est du contrôle au faciès. C'est pas un problème ni de couleur de peau, parce que pour être très clair, c'est pas un problème de couleur de peau, c'est un problème de comportement. Et très clairement, si vous avez un comportement louche dans un quartier, si vous fuyez la police, si vous avez une tenue particulière, effectivement, que l'on retrouve chez la plupart des délinquants, des trafiquants de drogue, des dealers, etc., forcément, vous allez susciter l'intérêt ou l'interpellation de la police plus facilement que si vous avez un comportement qui est neutre et qui n'a pas de raison de s'inquiéter. C'est aussi simple que ça, c'est pas du tout du contrôle au faciès.
Et on voit que une tenue particulière, ça fait réagir dans le chat. Enfin, pardon, une tenue particulière. Ben oui, une tenue particulière, mais évidemment, enfin, je veux dire, on sait très bien, ceux qui accusent injustement et honteusement, et d'ailleurs le gouvernement Emmanuel Macron ont accusé la police de contrôle aux faciès. Lors de cette interview chez Brut, chez vos confrères de Brut, il y avait cette suspicion de racisme en disant il y a des contrôles aux faciès. Non, il n'y a pas de contrôle aux faciès, il n'y a pas de racisme systémique en France, ça n'existe pas. La police, on en a déjà parlé, fait un travail admirable dans des circonstances qui sont très difficiles, mais la police, oui, connaît, et les Français d'ailleurs le savent. Dans les transports, et notamment les Françaises, elles savent très bien le moment où il faut quitter sa place. Elles savent très bien là où il faut baisser les yeux. Elles savent très bien quelles sont les manœuvres de contournement de certaines zones à risque, parce qu'il y a certains individus qui vont constituer une menace. C'est pas du contrôle faciès, c'est juste malheureusement l'expérience. En tout cas, je sens que ça va faire réagir dans le chat vos propos. C'est le but. Il y en a une, moi, puisqu'on a déjà évoqué en France depuis plus de 10 ans, on l'a déjà évoqué. Moi, c'est surtout le 8. Peut-être que j'ai mal compris, donc ça se trouve, j'ai mal compris, mais l'étranger titulaire d'une rente de travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, servi par un organisme français dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a perdu son pied, par exemple, en France, et qui pourrait se faire expulser dans son pays d'origine avec une blessure qu'il a eue en travaillant et créant de la richesse en France. Alors si quelqu'un, parce que là il faut remettre dans un contexte particulier, a été handicapé, puisque c'est l'objet de votre question, a été handicapé dans le cadre d'un travail qui est effectué en France. Et si ce quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, se livre à des actes de délinquance, agresse une vieille dame dans la rue, vole ou agresse sexuellement une jeune fille, effectivement, qu'il ait un pied en moins ou pas, il n'a pas vocation à rester sur notre territoire. C'est aussi simple que ça. Et quel que soit, encore une fois, ses antécédents, à partir du moment où un étranger viole le principe d'hospitalité et s'attaque au peuple français, puisque c'est ça aujourd'hui, vous avez des individus qui s'attaquent au peuple français et qui bénéficient du laxisme de l'État français, il faut qu'ils partent. Oui, mais vu qu'on a dit que les OQTF, ça concernait aussi des gens qui n'avaient pas leur titre. Par exemple, ceux qui n'ont pas leur titre de séjour renouvelé, ils pourraient subir une OQTF malgré une incapacité supérieure à 20%. Techniquement oui, administrativement oui. Encore une fois, il faut que le champ des hypothèses qui limitent l'expulsion soit le plus restreint possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tellement d'abus. Où on sort le totem d'immunité au dernier moment en disant bah non, finalement j'ai pas fait de mon test Covid, etc. Ah bah non, je suis marié, ah bah non, je suis mineur, oh bah non, etc. J'ai une possibilité de prise en charge, etc. Que finalement, pour être expulsé du territoire national, c'est quasiment impossible. Et il faut que d'un point de vue de la dissuasion et il faut que d'un point de vue du symbole, que les étrangers sachent que les règles sont très claires. Voilà. Si on n'a pas de titre de séjour, si on est en clandestinité, on a vocation à être expulsé. Si on a commis un acte délictuel ou un crime, on va être expulsé. Voilà. Et on viendra vous chercher et on vous renverra dans l'avion. Il faut que ce soit su et que la palette de totems soit la plus restreinte possible. C'est-à-dire quelqu'un d'handicapé pourrait se faire expulser en 48 heures. Mais quelqu'un de... Encore une fois, je sais qu'on prend le cas l'extrême. Moi, je vais vous dire pourquoi ça moi, je suis diabétique. Donc, moi, je sais ce que c'est vivre avec une maladie ou vivre avec une incapacité. Et ça m'a particulièrement... Je suis transparent. Ça m'a fait tiquer quand je l'ai lu. Je me suis dit... parce que, à la limite, il y aurait encore le délai de 30 jours. Quelqu'un qui est en situation de handicap pourrait se retourner et trouver une solution. Mais en 48 heures, s'il est handicapé et qu'il va dans un pays qui est encore en Syrie ou des trucs comme ça où il y a la guerre, ça va peut-être un peu compliqué de se retourner. Là, vous prenez un cas bien particulier, oui, mais qui à mon sens, est une infime minorité. Et je pense que dans ce cas-là, l'administration regarde aussi
en fonction du profil, en fonction de la bonne foi. On vérifie aussi, parce qu'il y a, comme je dis, il y a beaucoup d'abus qui sont entretenus pour permettre le maintien sur le territoire national. Mais très clairement, avant que la personne, parce qu'il faut rappeler comme les choses, avant que l'étranger soit en situation irrégulière, soit qui a été interpellé à la suite donc d'un crime ou d'un délit, je dirais qu'il y a une période. La personne qui a son titre de séjour épuisé, elle le sait. Elle le sait. Donc avant qu'elle reçoive cette OQTF, déjà il y a du temps. Je veux dire, c'est pas les 48 heures, c'est entre le moment de délit où la personne le reçoit et où la personne doit s'exécuter. Vous avez, vraie question, j'ai pas trouvé les chiffres, vous avez la proportion dans ceux qui sont concernés par des OQTF actuellement, entre ceux qui ont commis des délits, ceux qui se sont fait arrêter, qui ont eu un contrôle et on leur dit ah bah vous pouvez pas, et ceux qui n'ont pas eu leur titre de séjour renouvelé. Est-ce que vous avez une proportion de... Non, j'ai pas la proportion. Je sais que la majorité, ce sont des personnes qui ne se sont pas vues reconduire leur titre de séjour, donc qui sont clandestines, donc qui enfreignent la loi française, donc qui sont présentes de manière illégale. Le plus urgent, à mon sens, même si tout le monde doit évidemment respecter cette loi et que cette loi doit s'appliquer, le plus urgent, c'est d'expulser tout individu qui constitue une menace. Alors justement, parce que je vous interromps, parce que justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre explication, vous dites il convient d'APC, non c'est pas celui-là, c'est un moment où vous dites que les étrangers qui sont sous le coup d'une OQTF et qui représentent un danger doivent être expulsés dans les 48 heures. Et on a regardé le texte de loi et c'est déjà ce qui est prévu. C'est-à-dire que si on va sur le site de servicepublic.fr, là il n'y a pas plus officiel que ça, obligation de quitter le territoire, il y a un délai de 30 jours et on voit sans délai, la décision vous oblige à quitter le territoire très rapidement sans délai, à savoir dans les 48 heures. Si vous représentez une menace pour l'ordre public, vous faites l'objet de référence d'un renouvellement ou vous risquez de prendre la fuite. C'est pas appliqué, mais c'est déjà... Alors, voilà, ce n'est pas appliqué. Mais c'est pas une nouvelle disposition. Non, mais ce n'est pas appliqué, parce qu'il y a énormément de lois qui sont très pertinentes, qui pourraient être efficaces si elles étaient appliquées. Or, elles ne sont pas appliquées, ou alors elles sont tellement déconstruites par des dispositifs existants, par la Cour européenne des droits de l'homme, etc., que finalement elles sont vides de sens. Mais là, ça s'appliquerait à tout le monde. Parce que le cas, je reviens sur ce qui s'est passé pour la petite Lola, mais comme pour d'autres. C'est que vous avez des individus qui entrent en clandestinité. Donc pour la fameuse Dabia, donc ressortissante algérienne qui a torturé Lola, elle était étudiante. Elle avait un titre de séjour. Ce titre de séjour donc prend fin en 2019. Voilà, donc ça fait 3 ans qu'elle était en situation illégale sur le territoire national, n'ayant pas de titre de séjour. Elle reçoit donc l'obligation de quitter le territoire français au bout de 3 ans. C'est-à-dire que personne ne se soucie de sa présence, de ce qu'elle fait, etc. Donc pendant 3 ans, elle est chez nous alors qu'elle ne doit pas l'être. Et ensuite, elle reçoit cette obligation de quitter le territoire, si je me rappelle bien, l'été dernier, et elle commet, donc quelques semaines après, ce meurtre ignoble que tout le monde a en mémoire. Donc en fait, en 48 heures, là, les 48 heures auraient pu sauver la petite Lola. Et les 48 heures, dès le départ. Dès le départ. Alors je ne dis pas encore une fois que chaque étranger qui est en situation illégale va verser dans la délinquance et va devenir un barbare en puissance. C'est pas la question. Mais quand on est en situation illégale dans un pays et qu'on s'y maintient, c'est que déjà ça dénote d'un état d'esprit qui n'est pas forcément très apaisant ou très conciliant. Voilà, donc la vocation de cette personne, et je dirais même plus la vocation, parce que la vocation, ça fait partie de l'argumentaire de M. Darmanin, la vocation, c'est symboliquement, ou en tout cas virtuellement, il pourrait. Non, cette personne doit être expulsée. Avant qu'on conclue sur cette partie-là et qu'on passe aux arguments, je veux juste réagir à quelqu'un dans le chat qui dit « À l'aide, on est obligé de se coltiner l'URN sur les rares espaces où il n'était pas omniprésent. » Je vais juste répondre à ça. Sur Purpose, on a décidé de recevoir
tous les parlementaires de tous les bords politiques, puisqu'on est une plateforme de démocratie participative, et je considère que tous, même ceux avec qui on n'est pas en accord, même ceux qu'on peut considérer comme fachos, gauchos, etc., on les reçoit, on est là pour discuter, et vous avez ici la plateforme plus qu'aucune autre, la capacité de dialoguer avec les élus dans le respect, et même de critiquer leurs textes de loi, et les élus répondront à ces critiques-là. Donc on essaye de faire ça pour justement faire société, voilà, et de se mettre d'accord de notre commun désaccord. Ça s'appelle la démocratie, tout simplement. Et je ne suis ni facho ni gaucho. On dit bravo et merci Julien Brouilleux. Vous avez des fans dans le chat aujourd'hui. Après, je ne sais même pas si c'est des fans, parce que ce que je présente, au-delà de mon parti politique et de mon étiquette, ça répond à des problèmes majeurs, et je pense que ça fait consensus, parce que c'est juste se faire respecter. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est habitué à être dans cette situation où on subit, où on ne peut rien faire, où finalement des choses totalement aberrantes se passent qui n'auraient jamais dû se passer, que cette proposition de loi, elle est destinée à répondre à cela et à réarmer l'État, c'est tout. Et justement, sur votre PPL, les suspensions, c'est-à-dire qu'on peut appeler à suspendre, on peut se référer à un juge. Il me semble, peut-être que je n'ai pas vu de sujet là-dessus dans votre PPL. Est-ce que quelqu'un qui reçoit une OQTF pourra toujours faire appel à un avocat pour suspendre son OQTF? Bien sûr, c'est l'état de droit, évidemment. C'est pas mentionné dans le texte, mais évidemment, l'objectif, encore une fois, c'est pas de passer outre l'état de droit, c'est de redonner des moyens et finalement de donner plus de moyens à l'État de faire appliquer et exécuter ses obligations de quitter le territoire français. C'est tout. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est toujours le français, le peuple français, qui doit s'excuser et qui doit subir. Et que finalement, l'étranger, même quand il a commis des abominations, en fait, on lui permet tout. Et il aura toujours une possibilité de se maintenir. Pareil pour une disposition que je souhaite modifier via cette proposition de loi. C'est-à-dire qu'un individu, donc par exemple, qui a tué un citoyen français, donc un étranger qui a tué un citoyen français, imaginons qu'il est expulsé, donc chose qui est très rare, qui est expulsé dans son pays, au bout de 3 ans, il peut revenir. Au bout de 3 ans, il peut revenir. Ça de façon mais évidemment. définitive. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait d'ailleurs, c'est pas forcément uniquement pour les meurtres ou pour même des délits plus petits. Quelqu'un qui a fait une connerie à 20 ans ne pourra jamais revenir en France, même à 50, 60 ans. Si c'est un étranger, non, il devra en assumer les conséquences, effectivement. Je pense qu'on a assez déjà de problèmes avec nos délinquants à nous, avec l'explosion de l'ensauvagement que l'on commente régulièrement et que l'on constate, malheureusement, avec des citoyens français, qu'ils soient d'origine étrangère ou pas, d'ailleurs. Je pense qu'on a assez de soucis pour, en plus, finalement, se coltiner la délinquance étrangère et de voir des individus se maintenir ou revenir chez nous. Donc l'objectif, c'est effectivement qu'ils soient expulsés une bonne fois pour toutes et qu'ils ne reviennent pas. Et moi j'ai une petite question là, purement politicienne. On a beaucoup commenté sur cette chaîne le coup de maître de Marine Le Pen sur la niche parlementaire. Moi je l'ai dit très clairement, vous avez totalement niqué la France Insoumise, c'était magistral. Non mais je l'ai dit parce que reprendre et mettre dans l'embarras toute la NUPES, je l'ai dit, c'était un coup de maître, et je l'avais mis en titre de live, et voilà, c'était un coup de maître le plus total. Pourquoi il n'y a pas votre PPL dans la niche parlementaire? Parce que déjà, la niche parlementaire, il faut expliquer, en fait, on a une journée pour chaque groupe, et notamment pour chaque groupe d'opposition, pour présenter nos textes, une série de textes qui sont à l'ordre du jour. Sauf qu'on le voit, et on l'a vu avec les différentes niches parlementaires, il y a très peu de textes qui passent. Donc on a une dizaine de textes qu'on peut présenter,
mais ensuite des textes qui seront réellement débattus, parce qu'on n'a qu'une journée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de report. Et ça termine à minuit. Et ça se termine à minuit pile, quelle que soit l'avancée du texte, etc. Donc elle n'a pas été sélectionnée, mais Marine Le Pen l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, il y a beaucoup d'autres textes qui auraient pu l'être, celle-ci notamment. On a privilégié d'autres textes, notamment la réintégration des personnels soignants qui ont été suspendus. Enfin, celle qui a été retirée, c'est celle de... Oui, c'est Caroline Fiat qui a retiré. Voilà, mais la nôtre est toujours, comment dirais-je, est toujours d'actualité. Et puis sur d'autres textes, notamment un texte du Sénat sur les violences conjugales. Qui a été retiré aussi. Par le Sénat. Par le Sénat. Mais il ne sera pas discuté du coup dans votre niche. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'était les c'était textes qu'on souhaitait pour notre niche parlementaire, parce que au-delà des propositions que l'on peut faire, que l'on connaît, que les Français connaissent, nous ce qu'on souhaite, c'est défendre l'intérêt général, quelle que soit l'origine des textes qui sont proposés. Et c'est pour ça que c'était totalement ridicule et absurde de la part de la France Insoumise de retirer son texte sur la réintégration des personnels soignants. Voilà, il y a une volonté, voilà, c'est un sectarisme hallucinant. On préfère s'aborder l'intérêt général et un objectif qu'on a en commun, plutôt que d'être de près ou de loin affilié ou en rapprochement avec le Rassemblement national. Certains pourraient appeler ça le principe. Oui, mais je pense que les Français trouvent ça délirant. Et je pense qu'il y a des personnels soignants et leurs familles qui sont bien attristés de cette décision. Il faut rappeler que les soignants non vaccinés sont une extrême minorité et que c'est d'ailleurs principalement plus des gens à côté qui travaillent dans les hôpitaux plus que des médecins en soi qui ne sont pas vaccinés. Oui, mais bon, c'est des personnels qui font défaut actuellement, et surtout c'est des familles qui souffrent depuis 1 an et demi maintenant. Très bien, on va parler du coup... J'ai mis le truc de début, c'est pas le bon. On va parler du coup de votre PPL sur notre site. Comme vous pouvez voir le chiffre, on a 70 contributions, c'est-à-dire 70 personnes qui ont argumenté, qui ont déposé un argument écrit, 416 votes, 350 participants, donc c'est un très bon résultat quand même par rapport à votre précédente PPL, c'est quasiment le double de participation et de commentaires. Je vais voter contre pour voter contre, ou sinon je vous laisse voter pour. Je vous laisse voter pour avec la souris, c'est pour voir les résultats. Donc on est obligé de choisir quelque chose, ne m'insultez pas dans le chat. À choisir, on peut voter pour. Je ferme les yeux et oh, comme de par hasard. Bon, ça n'influe pas beaucoup le vote de toute façon. Ouais. Mais on est à 58% de pour, 42% de contre. Déjà une première réaction à ce chiffre, est-ce qu'il vous étonne? Est-ce que ça vous a satisfait? Satisfait, oui, parce qu'il y a une majorité. Après, il y a un débat, donc c'est vrai que c'est des sujets à la fois clivants. Et puis après, bon, je pense que les internautes qui se positionnent sont quand même très politisés. Donc, à la droite ou à la gauche. Voilà, exactement. Donc, il y a ceux qui sont pour le RN, il y a ceux qui sont opposants au RN. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce score. Mais si on pose la question aux Français, je pense qu'on serait plus près de 80% de pour. Après, il y a la manière. Encore une fois, c'est comme êtes-vous pour la paix dans le monde? 100% des gens répondent oui, mais après, sur la méthode, il y aura beaucoup de dissensions. Ah, c'est toujours le cas, mais je veux dire, sur le principe, je pense que la majorité est favorable. Très bien. Alors, j'ai sous les yeux, puis c'est sur mobile, on a 46 pour, 32 contre. Une majorité de pour. On va regarder un peu tout, on va faire un peu au fur et à mesure parce que sinon c'est très long. On a raison Anonyme qui dit: la France n'est pas une poubelle, ras-le-bol d'accueillir des personnes qui ne doivent pas être sur notre territoire. Dans les autres pays, tu repars direct si tu n'as pas de papier, trop de laxisme. Je pense que là-dessus vous êtes totalement d'accord. Je pense que tout le monde peut le voir malheureusement. On nous dit les OQTF, en contre, on a Elsa qui nous dit: les OQTF sont donnés à tort et à travers sans étude sérieuse des dossiers. Où sont passés les droits de l'homme? Les droits de l'homme... Chacun peut constater malheureusement qu'il y a surtout le droit des migrants qui est supérieur au droit à la sécurité des Français, qui est un droit fondamental. Il suffit de reprendre, encore une fois, la liste des faits divers depuis le mois de septembre. Le nombre d'individus qui auraient dû être expulsés, qui ne l'ont pas été, qui ont été multirécidivistes, qui ont commis 1, 2, 3, 4 et qui n'ont pas été expulsés, montre bien que les droits de l'homme aujourd'hui sont tous sauf les droits des Français. Le principe élémentaire sur lequel moi je ne transigerai jamais, c'est celui du droit à la sécurité.
On nous dit dans le chat, si la PPL est adoptée, les moyens financiers, humains, infrastructures sont-ils déjà prévus? Bien sûr, évidemment. C'est financé votre PPL? Financé au sens, Financer, vous avez un budget? je veux dire, la PPL en tant que telle n'a pas de budget. Après c'est gagé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle doit s'accompagner évidemment de l'augmentation du nombre en centres de rétention administrative, voilà, mais qui n'est pas dans cette proposition de loi, même si c'est mentionné et c'est précisé dans l'article. Si la personne, l'étranger de bonne foi ne souhaite pas quitter le territoire français, il est envoyé en centre de rétention administrative. Donc ça implique effectivement donc l'augmentation du nombre de places. Ensuite, c'est surtout faire respecter la loi. Faire respecter la loi. Vous savez, quand on voit l'argent qu'on déverse, les millions et les milliards que l'on déverse à la fois pour l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an, à la fois pour l'entretien des faux mineurs isolés, 2 milliards d'euros à la charge des départements français par an, 50 000 euros pour chaque mineur isolé. Si l'on voit l'argent que l'on donne, là c'était un article du Figaro, aux associations pro-migrants, les millions d'euros que l'on verse, et énormément d'économies à faire, qui peuvent permettre justement l'ouverture du centre de rétention, l'expulsion des individus, tout ça, encore une fois, c'est des choix politiques. On demande c'est quoi un faux mineur pour le chat? Un faux mineur, c'est un majeur. En fait, c'est un migrant dit mineur qui se fait passer pour mineur. Donc malheureusement, on ne peut pas prouver la minorité. L'objectif est de faire passer des tests osseux, notamment, et qui se maintient sur le territoire et qui bénéficie du soutien, de l'entretien, de l'assistance des départements français, de la prise en charge des départements français, sans qu'on puisse prouver sa majorité. Après, parmi ces faux mineurs, il y a peut-être des gens qui sont en vraie difficulté et cet argent les aide aussi. Non, mais les difficultés, vous savez, on peut prendre des difficultés, il y en a partout. Le souci, c'est que quand déjà on a du mal à nourrir ses enfants, on ne va pas aider les enfants du village d'à côté. C'est un principe Vous savez que dans les personnes pauvres, il y a beaucoup de gens qui vont au Resto du Cœur en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant qu'association, justement. Il y a même des gens qui sont en situation difficile, qui elles-mêmes participent dans des associations d'aide, justement. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les difficultés, on en trouvera toujours. Sauf que pour moi, ma priorité en tant que patriote, en tant qu'élu du peuple, c'est d'abord d'aider et d'agir pour les Français. Et encore une fois, je ne sous-estime pas ni ne mésestime les difficultés, les souffrances qui sont quelquefois bien réelles et importantes des étrangers qui viennent en France. Effectivement, ceux qui partent et qui quittent leur pays ont des difficultés et espèrent une vie meilleure. Pour autant, on ne peut pas s'ouvrir à la terre entière, on ne peut pas accueillir tous les réfugiés climatiques, on ne peut pas accueillir tous les réfugiés de guerre. Ça ferait des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions de personnes chaque année. La France ne le peut pas, au regard de la crise économique. Et quand on n'arrive pas déjà à loger un CSDF, quand on n'arrive pas à nourrir l'ensemble de la population française, quand on n'arrive pas à éduquer, à soigner avec un système de santé qui est en train de partir en lambeaux, on ne peut pas aider la terre entière. On a dans les arguments côte, nous sommes une terre d'accueil et des droits humains de moins en moins. Si chaque village de notre pays accueillait une famille de réfugiés, nous pourrions tous les accueillir. Continue, c'est peut-être pas assez. Ce sont des personnes qui arrivent avec de véritables compétences professionnelles qui pourraient profiter à notre économie. L'idée du on ne peut pas accueillir la misère du monde m'exaspère, elle ne fait qu'attiser l'hostilité envers l'autre. On a regardé tout à l'heure les statistiques de l'INSEE, la population qui dispose d'un diplôme supérieur venant d'Afrique, elle est de 40%. En Afrique? Qui viennent, dans les immigrés en France qui viennent d'Afrique, 40% ont un diplôme supérieur. C'était les données de l'INSEE qu'on a regardé tout à l'heure. Oui, il y a d'autres données qui sont les données de Pôle emploi. Non, comme je répondais comme là, il y a compétences. Je répondais par rapport à ça. Le problème, c'est qu'il y a une surreprésentation des étrangers parmi les chômeurs. Il y a 14% de mémoire. Donc d'étrangers. Et pourtant, il y a certains métiers, il n'y a que les étrangers qui veulent les faire. Oui, alors. C'est quand même mais pourquoi mais pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui sont sous-payés. Et on voit bien que
le patronat et les grands patrons surtout ont besoin de cette main-d'œuvre étrangère. Tirer les salaires à la baisse. Eux, ils sont très contents. C'est pour ça qu'ils incitent depuis des années à l'ouverture totale des frontières et à régulariser et à faire venir dans le bâtiment, dans la restauration, dans les métiers de l'agriculture, etc. Parce que ce qu'ils veulent, c'est une main-d'œuvre facile, bon marché. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Hein. C'est le grand patronat allemand qui a fait pression sur le gouvernement d'Angela Merkel en 2015 pour qu'elle accueille 1 million de migrants. On se rappelle qu'en Allemagne, il n'y avait pas de SMIC, il n'y avait pas de salaire minimum non plus. Bien sûr, mais ce que je veux dire, on a eu exactement avec les Eurojobs, etc. Mais ces migrants, ils ont remplacé qui? Ils ont remplacé les travailleurs d'Europe de l'Est qui étaient déjà moins bien payés que les travailleurs allemands, voilà, pour toujours, dans la vision ultralibérale, toujours faire des économies sur les salaires pour faire le plus de profit possible. C'est ce que dénonçait Georges Marchais. Hein. Georges Marchais, dans les années 80, pourtant qui est communiste, hein, était contre l'immigration massive en disant que c'était contre les ouvriers français. C'était les ouvriers français qui allaient en payer le prix. C'est toujours la même logique. Je vais prendre encore une fois mon expérience personnelle. J'ai un ami qui est restaurateur, qui est pizzaiolo, qui bosse, qui fait des pizzas dans un petit truc, il a un employé, etc. Et je discutais avec lui sur ça, sur le fait de ne pas trouver de travail, sur le fait que les immigrés, etc. prennent notamment les travails dans la restauration. Il m'expliquait, mais moi j'entends les politiques ce qu'ils disent sur les grands patrons, etc. Mais moi c'est que les Français veulent pas faire ce métier-là, non pas à cause du salaire, mais c'est parce qu'ils veulent pas se bouger le cul pour. Moi c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, c'est que travailler, avoir une coupure de 4 heures entre des trucs et travailler terminer à 23h, minuit, etc. Il y en a, ils veulent plus en fait. Et on le voit dans plein de sondages, la jeune génération notamment ne veut plus faire ces travails-là, ne veut plus avoir des conditions de travail hachées ou des conditions de travail où ils terminent tard, etc. Comment vous expliquez ça aussi? Alors, moi j'entends, il y a deux choses. Il y a effectivement des métiers difficiles qui ont été, des métiers manuels hein, principalement, qui ont été dévalorisés par les pouvoirs publics, par les gouvernements, même par les acteurs économiques eux-mêmes, en disant de toute façon ça c'est des métiers dégradants, ce sont des métiers qu'on va réserver justement aux étrangers. Et puis ensuite ce sont des métiers qui sont sous-payés par rapport aux heures qui sont faites, par rapport à la charge de travail, à l'effort physique, etc. Mais si ces métiers étaient vraiment revalorisés, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue, j'allais dire, symbolique, statutaire pour la société, et si on donnait envie aux jeunes, à nos jeunes de se bouger, etc., que ce soit pour les vacances, que ce soit le week-end, que ce soit même pour faire de belles carrières, parce qu'il y a de très très belles carrières, que ce soit dans l'apprentissage, dans le bâtiment, dans la restauration, etc., je pense qu'il y aurait plus de jeunes Français qui seraient tentés par ces métiers. Mais aujourd'hui, en fait, on a les deux problèmes. C'est tout payé et c'est pas valorisé. Alors, moi j'entends les petits patrons, les chefs d'entreprise en disant oui on a besoin aujourd'hui ponctuellement, mais c'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que ça constitue un appel d'air et on le voit bien d'ailleurs avec le futur projet de loi immigration qui va chercher finalement à régulariser massivement en fonction des métiers en tension. Et la carte des métiers en tension, elle va, j'allais dire, s'agrandir au fur et à mesure. Parce qu'il Est-ce que c'est pas aussi remerciement pour le travail accompli, comment ça s'appelle, la régularisation, parce que ces gens-là contribuent à créer de la richesse française. Donc ils rapportent plus qu'ils ne coûtent. Non, je pense que c'est le mauvais débat. Déjà, il y a deux choses. Enfin, je veux dire, on est étranger, on travaille en France pour une période donnée. On reçoit un salaire. Encore une fois, je veux dire, c'est pas de l'esclavage. Hein. On vient pas, c'est pas du bénévolat. Ça dépend des conditions. J'ai lu un papier régulièrement sur quelqu'un qui était exploité. Ah oui, mais encore une fois, moi, tout ce qui est notamment, pour ne pas citer des chaînes de restauration à domicile, de livraison de tout ce qui est Uber Eats, voilà, tout ça, c'est de l'esclavage moderne. Hein, c'est un petit peu de l'esclavage moderne, mais finalement, c'est ce qu'acceptent et ce que veulent les bien-pensants, et notamment des gens de gauche, qui veulent voir beaucoup d'immigrés pour pouvoir avoir les repas à domicile. Ça ne la dérange pas. Moi, ça me dérange. Ça me dérange justement que cette économie se fasse sur le dos de personnes étrangères qui pourraient faire bien d'autres choses et qui pourraient être beaucoup mieux traitées. Vous commandez jamais sur Uber Eats ou Deliveroo?
Bon, ça m'est déjà arrivé, évidemment. Je vais pas faire. Je limite, effectivement, parce que pour moi, c'est un système économique que je déplore. Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé. Je ne serais pas comme d'autres qui font semblant. On est dans les 15 dernières minutes, qu'il est déjà 15 heures, ça fait déjà 1 heure qu'on est... Money time. C'est ça, le money time, exactement, comme au foot. Vous étiez déçu ou pas du match? Ouais, j'ai très très déçu. Alors, très déçu et en même temps tellement époustouflé par ce match que c'était un peu, sans vouloir faire de comparaison n'est pas raison, mais c'est un peu la bataille de Waterloo. C'est-à-dire que c'est un combat tellement homérique, avec tellement d'intensité, d'émotion, qu'on en oublie presque la défaite. Même si, on n'a pas gagné, on a perdu cette séance de tir au but, mais c'était un match extraordinaire. Vous avez vu, il y a plusieurs joueurs de l'équipe de France qui ont été victimes de propos racistes, notamment ceux qui ont raté les Lloris aussi. Les Lloris. C'est plus surtout les joueurs noirs de l'équipe de France qui se sont fait déjà, c'est déplorable. Et tous les propos racistes sont à vomir, quels qu'ils soient et quelles que soient les cibles. Pour autant, ce que je regrette, c'est qu'il y a certains propos qui sont mis en valeur, notamment SOS Racisme, qui va s'attacher à s'intéresser à quelques joueurs ou à certains profils. Hugo Lloris a reçu des torrents de haine parce qu'il n'a pas arrêté de pénaliser. Il ne s'est pas fait insulter parce qu'il était noir. On sait que ces joueurs-là, ils ont reçu des émotions. Il y a eu du racisme anti-blanc. Vous pouvez regarder sur les réseaux, d'ailleurs je l'ai retweeté également, mais le racisme anti-blanc ne m'intéresse visiblement pas. SOS Racisme, qui est plutôt aujourd'hui, il faut bien dire, SOS Racaille. C'est de la punchline. Oui, mais c'est ce que je pense. Et non, donc je voulais l'évoquer parce que je l'ai vu passer, puisqu'on a le fil info des députés qui tweetent en direct et des anciens députés. C'était passé dans le fil. C'est à vomir, je veux dire, c'est à vomir. Notre équipe de France, déjà, elle est ni noire ni blanche, elle est bleu, blanc, rouge. Elle est black, blanc, beurre. Non, elle est bleu, blanc, rouge. On est fiers de nos joueurs. Ils ont réalisé un parcours extraordinaire. Après une séance de tir au but, c'est toujours la loterie. Toujours un moment assez injuste et comment dirais-je, assez violent, parce que on résume toute une compétition et un match sur quelques minutes avec 5 tirs. Et voilà, on fera mieux la prochaine fois. Ça, c'est un bon message. Là, on va retourner du coup sur les arguments parce que j'en ai vu un qui répondait à l'autre, donc ça c'est intéressant. On a Jean-Marie Prono qui dit: il ne sert à rien d'établir une législation si elle n'est pas appliquée. Si les lois génèrent des injustices, il faut les changer ou les amender. Un pays où les lois ne sont pas appliquées devient très vite un foutoir. C'est assez intéressant en plus parce que c'est plutôt nuancé, même si c'est un pour, c'est plutôt nuancé. Et on a juste à côté Michel Hénard qui lui a répondu: je suis tout à fait d'accord avec monsieur Jean-Marie Prono pour dire qu'il ne sert à rien de faire des lois qui ne sont pas applicables. Je fais actuellement travailler une personne qui est sans papier, qui n'a aucune aide, CAF, RSA, qui n'a pas le droit de travailler, mais pour laquelle je paye les cotisations à l'URSSAF et à ses droits à la retraite qu'elle n'aura peut-être jamais. Cette personne intervient en aide à la personne auprès de ma mère, maintenue à domicile et qui serait en EHPAD sans cette aide, qui vote ces lois contradictoires qui interdisent aux sans-papiers de travailler, mais qui permettent d'accepter les cotisations de leur travail illégal, qui permettent de pallier le manque de travailleurs dans de nombreux domaines. Ce sont vous. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en tout cas, il y a, même dans le chat, ils se répondent, ils se répondent. Ce sont vous, les députés et sénateurs. Alors arrêtons de se voiler la face et acceptons que toutes ces personnes qui font un travail formidable et nécessaire, que beaucoup de Français ne veulent pas faire, soient régularisés et puissent être accueillis en France comme la France le fait depuis des siècles. Qui en France peut affirmer qu'il n'a pas un descendant venu chercher en France protection ou simplement un travail qui lui permettant de vivre? Ça revient sur la discussion qu'on avait. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux personnes, le pour et le contre? Alors sur le premier message, ce qui est très vrai, c'est qu'une loi qui n'est pas appliquée, une loi inutile, c'est une mauvaise loi. Et c'est une loi qui est dangereuse parce qu'elle n'est pas appliquée et qu'elle est donc inutile. C'est tout le sens en fait de cette proposition de loi. Je veux dire, quels que soient les textes qui sont déposés, si ce n'est pas exécuté, et c'est pour ça que moi je souhaite également, mais ça devrait être le cas pour chaque loi, qu'il y ait un contrôle, comme c'était le cas pour la proposition de loi visant à lutter contre les rodéos sauvages, qu'on évalue
que le législateur ensuite, qui est une période finalement d'expérimentation, et se dise est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile. Si c'est inutile, il faut changer, il faut passer à autre chose. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on a une inflation législative dans notre pays, avec des lois dont on ne sait que faire, et donc beaucoup ne sont pas appliquées. Mais pourquoi elles ne sont pas appliquées? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de les faire appliquer. C'est ça le véritable problème. Il vaut mieux qu'il y ait beaucoup moins de lois, et qu'elles soient réellement appliquées, et que les obligations de quitter le territoire français soient exécutées, pour que le message soit très clair. Voilà, c'est-à-dire, on grille un feu rouge, tac, on a une amende. Voilà. Il faut que ce soit systématique. Si à chaque fois qu'on grille un feu rouge, en fait, on peut attendre des années, il se passe rien, et on sait que finalement, on recevra juste un petit bout de papier en nous disant est-ce que vous pouvez gentiment quitter le territoire français si vous avez le temps, si vous avez l'envie, et vraiment sans vous presser. C'est la porte ouverte. Ils sont vraiment un petit bout de papier avec marqué si l'envie vous en prend. Je caricature, mais c'est un peu ça. Je veux dire, c'est un peu ça. L'obligation de quitter le territoire français, c'est des policiers qui viennent vous chercher. Voilà, si au bout de 48 heures vous n'êtes pas parti, et qui vous emmènent à l'aéroport et qui vous mettent dans un avion. Vous êtes pour le retour des charters? Je suis pour en tout cas l'expulsion par avion, effectivement, des étrangers qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Il y aurait un ministère de... Comment il avait appelé ça, Sarkozy, de l'immigration si Marine Le Pen aurait été élue? Je pense qu'il y aura un ministère de l'Intérieur qui fera son boulot. Voilà. Mais ce ne sera plus le ministère de l'Extérieur. Ce sera le ministère de l'Intérieur qui protégera les Français avec des lois très claires pour les Français, très claires pour les étrangers, parce qu'au moins les règles seront mises sur la table et surtout les règles seront appliquées. Et concernant l'autre message, déjà on voit qu'il y a une connotation idéologique, parce que pour moi quand on parle de sans-papiers, pour sans-papiers ça n'existe pas. En fait, on est soit citoyen français, soit on est un étranger en situation légale, c'est-à-dire qu'on a reçu un titre de séjour pour telle ou telle raison, etc. On a un étudiant, on est dans le cadre du regroupement familial qui est beaucoup trop large, etc. Soit on est en situation irrégulière, et donc on est clandestin. Et donc on enfreint la loi française. On n'est pas dans cette situation où on attend des papiers. Et d'ailleurs, on le sait, notamment pour ce qui est des demandes d'asile, on sait qu'il y a l'immense majorité des demandeurs d'asile qui sont déboutés, donc qui ne reçoivent pas l'autorisation de rester chez nous au titre du droit d'asile, et qui pourtant restent sur notre territoire. Et là où aussi il faut remettre les choses à l'endroit, c'est que nous on souhaite que toute demande d'asile soit étudiée, examinée dans une ambassade, dans un consulat, soit dans le pays de départ, soit dans un pays voisin. Comme le pays de départ, ça peut être compliqué. Ou dans le pays voisin, dans le pays d'avant, il peut y avoir... Je prenais un exemple, il y a eu quelques mois, vous l'avez peut-être vu passer, non, il y a quelques semaines même, je crois que c'était un Guinéen qui allait se faire expulser et qui était homosexuel. Et en Guinée, c'est illégal et il risquait de se faire torturer, voire pire. Dans ce genre de conditions, si l'asile peut être refusé pour X ou Y raison, il y a plein de raisons de refuser un asile, quand bien même il y a un risque pour la personne. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? On les expulse en 48 heures? Il y a plusieurs choses. Déjà, oui, on sait qu'il y a un nouveau totem d'immunité dans certains pays, c'est-à-dire qu'on est homosexuel. Oui, enfin, il y a des pays, c'est pas l'immunité qu'on a, on se fait flinguer. Non, mais le droit d'asile, en fait, c'est pas ça. Le droit d'asile, c'est quand on est persécuté individuellement. Quelquefois, ça peut être effectivement une orientation sexuelle, ça peut être pour sa religion, ça peut être pour ses positions politiques, ça peut être pour tout un tas de choses. Mais qu'on est persécuté individuellement, c'est pas une population. C'est pas de se dire je me sens menacé, je suis en insécurité sociale, écologique, etc. C'est pas ça le droit d'asile. Originellement, le droit d'asile, ça peut s'appliquer compte tenu de notre conception, Salman Rushdie, Julian Assange, Asia Bibi, trois profils bien différents, mais qui sont persécutés individuellement et qui subissent des mesures coercitives individuelles, à titre individuel. Là, il y a une demande d'asile qui est effectuée et l'État français, c'était l'honneur, d'ailleurs ça aurait été l'honneur de l'État français d'accueillir Julian Assange. Mais c'est pas des populations entières et c'est pas sur des critères assez fluctuants.
C'est fluctuant l'homosexualité? L'homosexualité, en fait, uniquement de dire je suis homosexuel, l'homosexualité est condamnée dans mon pays, ça ne suffit pas. Surtout que l'homosexualité, encore une fois, n'importe qui peut dire qu'il est homosexuel pour être accueilli. Mais Et du coup, l'homosexuel dans le pays qui risque de se faire tuer, on fait quoi? Il fait quoi? Il se laisse tuer? non. Il se planque? Non, mais c'est un vrai sujet. pas- C'est un sujet qui peut être complexe, comme vous le dites, sur ça se voit pas d'être homosexuel, oui. mais c'est un vrai sujet. Il y a des homosexuels qui peuvent se faire, tuer. On fait quoi? Vous ouvrez totalement si vous dites que tous les homosexuels du monde qui sont persécutés ont vocation à être accueillis en France. Ça veut dire que dans tous les pays... Ah, mais j'ai pas dit que c'était ça. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que dans tous les pays arabo-musulmans, vous aurez des flots de personnes qui mettront je suis homosexuel sur leur papier pour justifier un accueil. C'est pas comme ça qu'on peut l'appréhender, alors évidemment. Ou catholique, on sait qu'aussi dans les pays africains catholiques ou même dans les pays sud-américains très cathos, on sait que les homosexuels, c'est pas la folie non plus. Exactement, mais pour le cas par exemple d'Asia Bibi, chrétienne au Pakistan, on rentre tout à fait dans le cadre du droit d'asile. Voilà, persécuté individuellement, on se souvient de son procès, etc. Là, effectivement, on est tout à fait dans les critères qui justifient l'octroi du droit d'asile. Il y a plein, on va pas avoir le temps évidemment, puisqu'il nous reste plus que 5 minutes, Oui. on va vraiment pas avoir le temps. Mais moi, ce que je vous propose, c'est à la limite, on vous donnera l'occasion de répondre potentiellement directement à certaines personnes. Il faudra qu'on s'arrange avec votre équipe pour ça. La France généreuse a plus les moyens de sa politique, c'est vrai. À partir du moment où on ne peut plus être généreux avec ses concitoyens, on appelle à la sobriété et aux privations, et qu'on constate que sur tous les secteurs de la société, l'éducation, la justice, l'hôpital, tout part en lambeaux, on peut plus accueillir, on peut plus entretenir. Moi, c'est ce que j'ai dit à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, parce que je suis conseiller régional également. On a eu une assemblée plénière dernièrement où elle nous appelait et elle appelait la collectivité à la sobriété en disant que ça allait être compliqué, qu'il fallait rechercher 92 millions d'euros, que la situation des collectivités territoriales était extrêmement critique, ce que j'entends et ce que je comprends tout à fait. Pour autant, on verse des subventions au Togo, au Rwanda, et on verse 5 millions d'euros par an pour la formation linguistique des migrants. Donc, pour moi, il y a des priorités. Soit on appelle à la sobriété, et dans ce cas, il faut couper un certain nombre de subventions qui partent à l'étranger et qui alimentent aussi l'immigration massive. J'ai dénoncé la subvention de 50 000 euros de la région Bourgogne-Franche-Comté pour SOS Méditerranée, donc qui alimente le trafic d'êtres humains, c'est-à-dire qu'une nouvelle traite négrière qui est totalement acceptée par la gauche et l'extrême gauche. Il faut couper ces subventions si réellement on nous dit qu'on est en situation de sobriété, il faut faire des efforts. Les cours de français pour les personnes qui ne le parlent pas, c'est parfois très pratique. Et déjà, ce serait bien, encore une fois, c'est une question de priorité. Les Français parlent bien français. Premièrement, oui, parce que pourquoi il y a des difficultés aujourd'hui? Parce que dans la ruralité, on ferme des classes, on ferme des écoles. Et que parfois les migrants qui vont dans les campagnes permettent de sauver la fermeture de certaines classes. Oh là, je vais pas... Ah si, moi je viens de la campagne, je peux le confirmer. Je ne dirais pas ça, je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de difficultés qui sont liées à l'installation et à la répartition des migrants dans les campagnes, que je pense que moi dans mon département on a besoin de tout, sauf de l'installation des migrants. On a besoin d'installation de services publics, on a besoin de gendarmerie, on a besoin de trésorerie, on a besoin de postes, on a besoin d'écoles, on a besoin de numérique, on a besoin de transport, mais on n'a pas besoin de migrants. Je vais vous laisser conclure, j'ai juste me sortir du cadre et je vais même zoomer sur vous. Si vous aviez un mot de conclusion aux personnes qui nous regardent, c'est cette caméra-là, je vous laisse faire, je me mets là. Un mot de remerciement pour toutes les personnes qui ont suivi cette intervention, cet échange, qui se sont intéressées à cette proposition de loi, qui ont pu déposer des contributions et donc permis de faire vivre le débat. Cette proposition de loi, donc, elle est, à
mon sens, utile car elle est protectrice. Elle réarme l'État français pour se faire respecter et pour protéger nos concitoyens. Voilà, et puis comme c'est la fin de l'année, je vous souhaite un joyeux Noël, et puis tous mes vœux pour 2023. Voilà, et juste avant qu'on se quitte, je vais faire mon petit taquin. Il y a une question dans le chat qui vous a été posée par quelqu'un qui vous soutient. Question, cher Julien. Peut-on espérer une concrétisation de l'union des droites? Je sais que vous appréciez à titre personnel Éric Zemmour. Le RN a-t-il perdu son R comme rassemblement? Cela comprend le R de reconquête. Moi, je suis pour l'union des Français. L'union de tous les Français, de tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, de gauche, de droite. L'union des droites, c'est un slogan, mais derrière, c'est un peu vide, hein. L'objectif, c'est de sauver notre pays et donc de gagner la prochaine élection présidentielle de 2027 et donc de rassembler 50% des Français plus une voix. Et ça dépasse les clivages, j'allais dire, archaïques. Droite-gauche, LR ne représente plus rien. Donc si les électeurs de droite, ou en tout cas LR, ont le sentiment que pour défendre leurs idées, il faut venir au RN, nous on les encourage effectivement, plutôt que de se fondre et de se soumettre à Macron. Mais l'union des droites, ça n'évoque pas grand-chose, c'est le rassemblement de tous les Français pour sauver notre pays et pour sauver la nation. C'est, je pense, l'urgence politique. Eh bien, merci d'être venu. On t'a terminé pile à 16. On a mis 1 minute en rab. On se donne, nous, rendez-vous demain dans Midi au Perchoir. On sera avec l'équipe du Dranche et on fera la liste des 7 personnalités qui ont marqué l'année 2022. Vous, si vous deviez nous citer 2 ou 3 personnes qui ont marqué l'année 2022 pour vous. Politique ou en global, au mondial et au français. Kylian Mbappé, déjà. C'est certain. Sinon, je dirais Marine Le Pen a marqué cette année parce que je pense qu'à la fois avec le groupe des 89 députés, à la fois avec son résultat historique à la présidentielle, et puis d'avoir façonné le débat politique à la fois sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, c'est une personnalité majeure. Et sinon, une personnalité qui s'est fait connaître et donc j'allais dire dans le mauvais côté, peut-être Sandrine Rousseau. Pour 2022. Donc elle a fait irruption dans le débat public par ses prises de position totalement loufoques et par ses dingueries. Mais en tout cas, elle a eu le mérite de se connaître. Bon. Pas sûr que ce soit partagé par toutes les personnes dans le chat. On va arrêter là, sinon ça va partir en guerre mondiale, on va éviter. Bon, nous on se donne rendez-vous du coup demain et jeudi ou vendredi on fera la tier list des logos des partis politiques. Et il y a des beaux trucs moches. Je vous le dis, il y a des comme les pulls de Noël, il y a des trucs qui sont pas beaux. Nous on a un beau logo. C'est par rapport à la flamme, c'est vrai que c'est un peu mieux. Allez, à demain, salut à tous.